merci à tous de nous faire confiance et bienvenue dans cette grande édition du journal. Une édition qui s'ouvre tout d'abord en santé. Une mère de 42 ans est morte d'Ebola dans la province du Nord Kivu. Selon les informations délivrées par les autorités congolaises, cette dame est l'épouse d'un survivant d'Ebola. Elle s'est rendue au centre de santé de Beina, justement à 90 km au sud-ouest de Butembo, le 1er février avec des symptômes de la maladie. Elle a été testée puis transférée à l'hôpital Matanda de Butembo où elle est décédée le 3 février dernier. Un test gène XPR effectué a confirmé qu'elle était atteinte d'Ebola. Pendant ces temps, plus de 70 contacts ont déjà été identifiés. Les réponses commencent déjà à s'organiser. À part l'OMS, l'UNICEF s'est également déployée avec du personnel supplémentaire. L'agence onusienne va notamment travailler dans la recherche active de cas. Elle est également impliquée dans la mobilisation communautaire, les mécanismes de lutte contre les infections et les activités de contamination. Pour rappel, les provinces du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu ont été frappées par la deuxième épidémie d'Ebola, la plus meurtrière au monde en août 2018. Elle avait duré 23 mois et tué 2277 personnes et infecté 3470. Les enfants représentant environ 28% de tous les cas. Dans le reste de l'actualité, dans le tout prochain jour, la République démocratique du Congo pourrait abriter la conférence des intellectuels et prix Nobel africains sur demande du nouveau président de l'Union africaine. Une réunion qui tombe à point nommé pour commémorer les disparitions des trois grandes figures africaines. Il s'agit des Lumumba, Cheikh Anta Diop et Diamo Kimbangu, mais aussi des pensées. L'Afrique sous un registre d'avenir commun pour les Africains. Question, quelle est l'importance de cette réunion? Va-t-elle concerner quel genre de personnalités? Tentative des réponses avec Glovi Campoyo dans ces dossiers qui portent sa signature. À peine qu'il a pris le pouvoir à la tête de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi veut s'inscrire sur l'idéologie des penseurs d'Afrique. Une trajectoire de la production des idées après l'indépendance en Afrique. Le Thinking Africa prendra une forme de conférence réunissant les intellectuels et les prix Nobel africains autour de leur apport au panafricanisme. Entre le rôle d'un intellectuel et le nombre des prix Nobel vivant encore, le berceau de l'humanité endort son émancipation totale. Il est davantage, d'abord, quelqu'un qui va mettre ses compétences au service de la cité, du politique, de la police, des citoyens. Le deuxième rôle, me semble-t-il, c'est d'aller à l'encontre de cette coupure qui devient dramatique pour notre démocratie entre le domaine de l'expertise, les experts et les citoyens. Troisième rôle qui est le plus difficile, qui est de retrouver un peu cette posture un peu prométhéenne, qui est de réouvrir le futur. C'est-à-dire qu'on attend aussi d'eux, d'une certaine manière, que par l'idéologie, que par l'utopie concrète, ils réouvrent un horizon d'attente, un horizon d'espérance qui n'existe plus. En 118 ans d'existence, une vingtaine d'Africains se sont distingués, toutes catégories confondues. 3 en médecine, 4 en littérature, un seul en chimie, et le record est total dans la paix. L'Afrique s'est beaucoup plus distinguée à chercher sa quiétude au milieu de l'indépendance, la dictature de ses dirigeants, des ségrégations, des rébellions, des guerrières et des conflits internes. Plusieurs questions se posent autour de construire un avenir commun sur base des expériences et à partir du génie propre aux Africains, tel qu'est désiré par les nouveaux présidents de l'UA pour commémorer les 60 ans de la disparition de Lumumba, 35 ans de Cheikh Anta Diop et 70 de Simon Kimbangu. Et qui sont ces intellectuels? Est-ce ces 10 penseurs qui se sont réveillés en 2016 pour achever l'émancipation du continent? Ces intellectuels dans le renouveau d'une pensée africaine décolonisée. Sur cette liste, la RDC s'affiche avec Nadia Yalakasukidi, la philosophe. Depuis Albert John Luthuli, le premier Africain à être récompensé au prix Nobel pour son combat contre l'apartheid en 1967, jusqu'au chef de guerre Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix en 2019, la moitié de ces distingués du continent ne sont plus. Et ceux qui se sont distingués, que sont-ils devenus après leur couronnement? Beaucoup de questions sur la crédibilité de leurs pensées se posent.
Autour de quoi réfléchiront-ils? L'Afrique, un continent sous l'emprise de la sécheresse, des crises, des conflits, son développement est retardé sur plusieurs lignes alors que les dirigeants ont regardé tourner sur les questions des politiques extérieures coincées au milieu des intérêts des grandes puissances du monde. L'Africain qui cherche son développement part pour ne plus revenir. Il se distingue pour changer dans tous les secteurs et sur quelle expérience s'appuyer. De quoi s'agira-t-il concrètement dans cette conférence dont la RDC se propose d'organiser? Le temps nous le dira. À noter également que Félix Tshisekedi a tenu ce lundi 8 février en tant que nouveau président de l'Union africaine sa toute première réunion. Il était en face des membres de la commission de l'Union africaine dirigée par Moussa Faki, auprès de qui il a notamment exposé la vision de sa mandature. Tout à fait autre chose à présent. En bref, le président du bureau d'âge de la Chambre haute du Parlement congolais, le sénateur Léon Mamboléou, a dans une correspondance adressée à Alexis Tambwe Mwamba, fixée pour ce mardi 9 février, la remise et reprise entre le bureau Tambwe et le sien, ces bureaux d'âge, convie par la même occasion l'ancien président du Sénat à prendre des dispositions quant à ce. Sous pression depuis plusieurs jours, le président du Sénat a déposé, nous rappelons, sa démission. C'était le 5 février, à quelques minutes du début d'une séance plénière conduite par le bureau d'âge qui devait examiner les pétitions réclamant sa destitution et celles des autres membres de son bureau. Le Sénat avait pris acte des démissions des membres visés, notamment celle de Tambwe Mwamba. Direction à présent dans la province du Maniema où réhabilité récemment dans ses fonctions de gouverneur du Maniema par la Cour constitutionnelle, Ogi Moussafiri est de nouveau sous les coups d'une motion de défiance. La motion signée par une dizaine de députés provinciaux a été déposée le samedi dernier au bureau de l'organe délibérant par le député Kati Samba qui en est également l'initiateur. Il est reproché au gouverneur Ogi Moussafiri le manque de leadership responsable, la gestion calamiteuse des finances publiques, le détournement des deniers publics. Avant son rétablissement par la Cour constitutionnelle, Ogi Moussafiri avait été déchu de son poste de gouverneur en novembre 2020 après le vote d'une motion de défiance. Les députés lui reprochaient la mégestion, le tribalisme et les détournements de 6 millions de dollars américains. Parlons justice. À présent, 32 détenus militaires ont été libérés le samedi dernier de la prison centrale de Bunia. Ils sont bénéficiaires de la grâce présidentielle. Il s'agit des soldats détenus pour des bienfaits bénins. Le 16 janvier dernier, 90 autres détenus bénéficiaires de cette grâce présidentielle ont été libérés. Il s'agissait essentiellement des civils poursuivis et condamnés pour des faits bénins. En dépit de ces libérations, la prison centrale de Bunia est largement surpeuplée, entraînant des conséquences néfastes, notamment sur le plan sanitaire et alimentaire. Construite à l'époque coloniale pour une capacité d'accueil de 220 détenus, cette prison compte actuellement 1562 détenus selon nos confrères de actualité.cd. Ce journal se poursuit. Parlons à présent de cette information. Un incendie dont on ignore encore, en tout cas l'origine, vient de causer ce dimanche 7 février des dégâts matériels énormes dans le quartier des États-Unis, de la localité de Giro, dans la chefferie de Marimisa, groupement à Boutouguili, en territoire de Watsa, dans les Hauts-Ouélé. D'après un responsable de la nouvelle société civile dans la région qui livre cette nouvelle aux médias, le feu s'est déclaré dans le village vers 14h de ce dimanche 7 février. Joseph Itanomougou avance un bilan provisoire d'au moins 800 maisons détruites par les flammes. Plusieurs biens de valeur des habitants sont également partis en fumée. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Une femme serrée à la recherche de son bébé a indiqué la même source. Ces responsables civils appellent les autorités provinciales et nationales ainsi que les organisations non gouvernementales à assister les habitants dépourvus de leurs habitations. Une enquête a été ouverte pour savoir l'origine de cet incendie.
Actualité ici dans la province du Haut-Katanga depuis l'avant-midi de ce lundi 8 février 2021. Le groupe de presse Héritage a un nouveau directeur général nommé le 8 janvier dernier. Blandine Yabanvete, une femme qu'on ne peut plus présenter dans les médias, a pris le règne de ces groupes de presse. La cérémonie de remise et reprise a été supervisée par le secrétaire général des Nabi Samueli House, cité dans les installations de la radio-télévision Héritage ici à Lubumbashi. Mandela Longa nous en dit plus. Suivez. C'est une passation de pouvoir sobre, a dit Maître Jean Banzé, secrétaire général de Nabi Samueli House. Ce 8 février 2021, dans la salle de rédaction, le professeur Narcisse Kalenga Numbi, directeur général sortant, cède le bâton de commande à Blandine Yabanvete en présence d'un personnel réduit. Après la signature du procès verbal, le DG sortant, le professeur Narcisse Kalenga, a souhaité un fructueux mandat à la nouvelle DG et remercier tout le personnel du groupe de presse Héritage pour une collaboration qui aura duré plus de 4 années. Je crois que nous avons travaillé dans l'optique ou dans la vision du promoteur. Et nous sommes sur de bonnes bases. Donc si nous continuons, et c'est ce que Madame va poursuivre, et nous ferons du groupe de presse et médias très puissant et qui joue le rôle, en dehors des influences politiques. Et donc, pour le travail qu'on a fait, on a ajouté une pierre à l'édifice, comme l'a dit Madame la DG, et parce que moi aussi j'ai trouvé Héritage déjà fonctionnant. Donc, j'ai ajouté, elle ajoute, et tous nous sommes un peu invités à travailler à cette œuvre. Prenant la parole, le secrétaire général de Nabi Samueli House appelle Blandine Yaba, nouvelle DG, à creuser dans d'anciens puits pour avancer et maintenir les ambitions du groupe. Lorsque nous lancions le premier signal de Héritage Radio-Télévision dans la ville de Lubumbashi, nous avions émis le vœu que cette chaîne de télévision, quoique de la culture, mais qu'elle soit empreinte avec en filigrane le message de l'Évangile. Ainsi donc, ma prière, c'est que vous puissiez encore et davantage, pas creuser de nouveaux puits, mais creuser dans d'anciens puits et aller chercher quelles ont été les motivations d'origine quant à la création de Héritage Radio-Télévision. Ce faisant, vous remplirez un mandat qui restera dans les annales de cette maison de presse. Encore mes félicitations. Merci beaucoup. Après la remise et reprise, direction le gouvernorat de la province du Haut-Katanga, où la désormais directrice générale sera reçue en audience par le gouverneur Jacques Kabula Katoué. Cependant, le professeur Narcisse Kalenga est nommé pour sa part président du conseil d'administration du groupe de presse Héritage. Il s'y est de noter que Blandine Yaba est une chevronnée de l'audiovisuel au Congo. Comme le témoigne son CV, elle a été notamment journaliste à Télé 50, une des grandes figures du journal télévisé de 13 heures et une des voix fortes de la radio à Kinshasa. Dans sa carrière, elle a également fait de la presse en ligne. À Héritage, sa sérénité, affichée lors de la remise et reprise, est interprétée comme un signe de rigueur et de détermination. Et juste après la cérémonie des remises et reprises, la nouvelle directrice générale du groupe de presse Héritage, Blandine Yaba, a été présentée toujours ce lundi au numéro 1 de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katoué, par Maître Jean Banzé, membre du conseil d'administration du groupe de presse Héritage, accompagné de son prédécesseur appelé à d'autres charges de la chaîne. Professeur Narcisse Kalenga Numbi, Blandine Yaba, a profité de cette occasion pour présenter ses civilités au numéro 1 de la province. Elle a saisi également de cette occasion pour apprécier la collaboration entre le gouvernement provincial et Héritage Télévision. Je vous prie de la suivre dans ses propos recueillis par Basile Blali et Esther Diour. Nous sommes venus présenter nos civilités au numéro 1 de la province du Haut-Katanga, le gouverneur Jacques Kabula. La tradition oblige, c'est pour nous une manière de lui réserver cette marque de reconnaissance et déférence. Et en tant que médias émettant dans le Haut-Katanga, c'est pour nous une belle expérience de collaboration avec le gouvernorat qui nous a toujours accompagnés depuis la création de cette chaîne. Et puis, nous avons aussi profité également de cette occasion pour lui présenter nos vœux le meilleur pour cette année 2021.
Tout à fait autre chose à présent dans ce journal. Après avoir doté les territoires des Mitoaba d'un bus de transport en commun, le résultat est déjà satisfaisant. C'est lundi 8 février, le gestionnaire a reçu demain du gouverneur Jacques Kaboula-Katoué un camion dont 50% des fonds viennent du bus précédent reçu. Je prie de suivre ce reportage de Basile Blalé pour plus de détails. Après seulement 4 mois de trafic, le bus de transport offert par le gouvernement provincial à la population du territoire de Mitoaba porte déjà ses fruits. Tout en facilitant le transport de la population bénéficiaire, les recettes réalisées de sa gestion ont permis d'honorer la moitié du prix pour l'acquisition de ce camion que le gestionnaire a présenté ce lundi au gouverneur de province. Le gouverneur, lors de son passage à Mitoaba, il nous avait remis un bus dont le gouvernement provincial au territoire de Mitoaba, que le comité gestionnaire avait géré pendant 4 mois. Et au bout de 4 mois, nous avions pu réaliser 50% du prix de ce véhicule. Et nous sommes venus voir le gouverneur pour qu'il puisse nous prêter une main forte pour qu'on puisse réaliser l'achat de ce véhicule. Nous voulons juste dire merci à son Excellence parce qu'il a démontré combien de fois il est à côté et chaque fois présent dans toutes les sollicitations de la population du territoire de Mitoaba. Entouré du vice-gouverneur, du ministre de l'Agriculture et du commissaire provincial en charge du transport, le gouverneur Jacques Kaboula-Katoué, qui a suppléé l'autre moitié pour obtenir ce camion de marque Fuso, a félicité ce comité de gestion et demandé aux autres d'emboîter le pas. Nous sommes très satisfaits aujourd'hui, après 4 mois depuis notre dernier passage à Mitoaba. Nous avons fait un don au territoire de Mitoaba, un don d'un bus de plus ou moins 70 places. Et ce bus a pu être aligné dans le transport en commun pour desservir Mitoaba-Lubumbashi. Ça fait plus ou moins 460 km. Le geste essentiel, c'est quoi? C'est l'autoprise en charge. Nous avons fait un don d'un bus, mais aujourd'hui, ce bus vient de rapporter un camion. Donc la gestion est bonne et ça mérite des encouragements de notre part. Et je crois que si tous les territoires peuvent avoir la logique, tous les territoires bien sûr qui ont bénéficié des bus dont de la province peuvent se comporter de la sorte, je crois que nous pouvons arriver à résoudre nos problèmes tant soit peu. Si les bus facilitent déjà le transport de passagers, ce camion permettra l'acheminement de produits entre Mitoaba et Lubumbashi. Pendant ces temps, une bande de malfrats a été présentée ce lundi au ministre provincial de l'Intérieur après leur arrestation par le service de sécurité. Moïse Panga a apprécié la collaboration entre police et FARDC et la population qui a abouti à ces résultats. Regardez. Et là, nous sommes allés pour... Les quartiers Bel Air, Kaleja et Tabakongo étaient les champs de prédilection de ces hommes armés qui ont commis de vols et de meurtres en terrorisant les paisibles populations. Ces malfrats ont vu leur entreprise estompée grâce au cordon sécuritaire mis en place par le ministre provincial de l'Intérieur Moïse Mpanga, dont le service ont réussi à mettre la main sur ces présumés bandits. Plusieurs effets militaires ont été trouvés sur eux. Des tenues qui pouvaient le faire passer pour des forces loyalistes. Ces gens civiques ont été surpris dans leur cachette dans les enclos des sœurs de Maüs au quartier Bel Air dans la commune de Kampemba. Des gens qui sont spécialistes dans les vols des téléphones dans les véhicules, ils visitent les maisons, cassent les vitres et se font remettre des biens de valeur à travers les fenêtres. Et en utilisant les habits qui s'apparentent à ceux de l'armée, à tous les chefs de quartier, à tous les bourgmestres de pouvoir ouvrir l'œil et les bons, de faire cesser cette pratique de staff dans leurs quartiers et communes. Je crois que ces boissons, on a interdit de les produire ici, on a interdit de les commercialiser ici, et donc voilà ce qui est à la base de plusieurs cas de criminalité. Nos services sont en train de démanteler progressivement les réseaux des malfaiteurs. Et donc que la population fasse confiance à sa police, au service. Nous sommes en train d'y aller étape par étape pour essayer de décourager toutes ces pratiques qui ont élu domicile dans la province depuis un certain temps. Et donc au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, je voudrais dire merci aux éléments de la police qui ont opéré et qui ont mis hors d'état de nuire ces jeunes gens.
La réussite de la mission régalienne de la police nationale congolaise et de FARDC réside dans leur collaboration avec la population. Le gouverneur Jacques Kato, sous le leadership du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, met tout en œuvre afin de restaurer la quiétude sociale, gage du développement. Avant de refermer complètement cette édition du journal, le ministre provincial de Mines, Ghislain Kengui, a reçu dans son cabinet de travail ce lundi 8 février le membre du centre Carter pour projeter ensemble l'installation de la commission chargée des suivis du cahier des charges des développements social. Regardez. Le code minier de la RDC prévoit au-delà de la redevance minière un plan de développement local des communautés impactées par les entreprises extractives. Cela selon un cahier de charges signé entre l'entreprise et la population impactée. Lequel cahier de charges doit être instruit par une commission provinciale nommée par le ministre provincial de Mines. La commission étant déjà nommée, il est question désormais de son installation. C'est ce qui justifie l'audience que le ministre provincial de Mines du Haut-Katanga Ghislain Kengui a accordée à une délégation du centre Carter, conduit par le directeur du bureau de Lubumbashi, Fabien Mayani. Le code minier révisé a prévu que chaque entreprise minière puisse signer un cahier de charges de développement local avec les populations. Pour que ce cahier de charges soit exécuté, il doit être instruit par une commission provinciale que le ministre provincial des Mines doit nommer. Il a déjà nommé cette commission. Il est maintenant question de voir comment installer cette commission afin qu'elle commence le travail d'instruction de ce cahier de charges. C'est pour ça que nous sommes venus voir le ministre. Il nous a rassuré qu'au courant de la semaine, cet atelier d'installation de cette commission sera organisé ici à Lubumbashi pour que la commission commence son travail. Une fois ce cahier de charges signé, les populations impactées vont bénéficier des actions de développement menées par les entreprises minières conformément au cahier de charges. Ainsi se referme cette édition du journal préparée par toute la rédaction d'Héritage Télévision. Merci à vous de l'avoir regardé partout à travers le monde. Je vous souhaite une bonne suite des programmes sur nos antennes. Je vous fixe également rendez-vous demain à partir des 19h. Prenez soin de vous et à très bientôt.